Salut à tous, c'est Julien Ponce et je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que je prends dans mon sac quand je pars en voyage, en particulier pour faire du shoot. J'avais promis une vidéo pardon, du setup tour, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qu'il y a dans mon bureau, qu'est-ce que j'utilise comme matos. Vous avez déjà des idées puisque entre les tutos et le carnet du geek, je parle assez souvent de matériel, mais donc là j'aurais pas le temps de faire le setup tour complet, ça demande un peu d'organisation, notamment pour filmer en fait, c'est tout bête, hein, mais pour se déplacer dans le bureau, avoir du grand angle, faire en sorte que vous voyez bien correctement les choses, etc., que ce soit bien éclairé, ça demande un peu de travail. Donc là en fait j'ai mis la webcam tout bêtement et on va pouvoir... je vais pouvoir vous montrer ce que je prends en voyage. Alors évidemment tout dépend de la nature du voyage, en l'occurrence ici c'est pour du shoot photo. Je pars en France pour faire un workshop chez Artefix, donc il y aura un workshop pour la section jeux vidéo où on va faire du After Effects, donc bon il n'y a pas grand chose qui concerne la photo. Après il y a un workshop à la journée porte ouverte le samedi 28, alors je sais pas si vous verrez cette vidéo à temps, mais si vous la voyez à temps et que vous êtes dans les parages le samedi 28 à Montpellier, vous pouvez aller faire un tour chez Artefix et à 11h j'aurai un live où je vais faire une prise de vue en direct devant qui voudra bien venir. Ce sera filmé donc vous pourrez toujours voir la vidéo. Et il y a déjà une édition qui a été faite en 2014. J'avais fait un workshop sur la photo de mode, et là je vais faire un workshop un petit peu différent. C'est toujours un peu de la mode, mais avec une esthétique renaissance, c'est-à-dire on va essayer de faire un tableau. Vous allez voir que c'est assez intéressant, puisque ça demande une lumière un peu particulière, et surtout derrière du post-traitement, donc de la retouche. Donc en gros, là ce que je vais utiliser, c'est évidemment mon bon vieux et fidèle MacBook Pro Retina, que vous voyez ici. Je suis en train de voir que la caméra surexpose carrément, donc je vais juste ajuster ça vite fait. Alors justement, d'habitude je filme avec mon 6D, mais évidemment le 6D fait partie du setup tour, donc je vais avoir du mal à vous le montrer si... Hop là, voilà. On va corriger la petite surex. Alors c'était corrigé avant que la vidéo démarre, ce qui est assez étonnant, mais bon. Donc voilà, MacBook Pro Retina 2012, donc c'est la première édition. Voilà, bon, solide, je l'ai pas... Il est jamais tombé, mais bon, il a été toujours protégé, etc. Mais bon, après, il a vécu, ouais, c'est un portable, donc il a vécu dans des sacs, etc. Donc ça reste quand même, en termes de finition... Bon, il y a des PC portables qui ont une bonne finition, c'est pas le problème, mais ça reste quand même vraiment la référence. Hein. Franchement, je suis pas fanboy Apple à 2000%, mais sur les portables, le MacBook Pro, c'est quand même quelque chose. Pourquoi le MacBook Pro Retina? Parce qu'il fait 2 kg et qu'il est puissant. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ordi qui font 2 kg et qui ont la même puissance, et qui ont surtout ce type d'écran. Le fait d'avoir les polices comme ça super lisses parce qu'il y a une grande résolution, c'est vraiment hyper appréciable. Donc ça correspond à mes besoins en tout cas. Je game pas forcément dessus, donc voilà, j'entends toujours les gamers: ah oui mais à 2000 € t'as une config 10 fois mieux. Oui mais à 2000 € j'ai surtout une config qui va faire 2,5 kg ou 3 kg, et tout ça pour une carte graphique ou pour des trucs dedans où en gros je m'en fous quoi. Le vrai critère c'est le poids, faut que ce soit solide, que ce soit léger et que ce soit suffisamment puissant. Donc à l'époque, en tout cas en 2012, ça courait pas les rues. Et il y a un truc qui va vous paraître complètement idiot, c'est que l'écran qui est là, mais que vous ne voyez pas, puisque c'est la caméra qui filme juste au-dessus, c'est un 30 pouces Dell qui est calibré d'usine, Adobe RGB, donc bon, c'est un écran pour la retouche. C'est pas un écran pour le gaming, même s'il n'y a pas spécialement d'effet de traînée ou quoi que ce soit. Tout ça pour dire, un 30 pouces en 2560 par 1600, au moment où j'ai acheté le Retina, en fait, bien figurez-vous que parmi les sorties qui étaient le plus souvent installées sur les ordis, il y avait essentiellement du VGA ou du HDMI. Et le HDMI, eh ben, je suis désolé, mais on n'en voit pas du 2560 par 1600 à 60 images par seconde. En tout cas, à l'époque, il y avait, par exemple, l'équivalent, enfin l'autre alternative à l'époque, c'était un Sony Vaio, qui était aussi un i7, qui était aussi avec du SSD à l'intérieur, enfin bon, tout à peu près la même puissance, on va dire, pour le même prix, pour le même poids, sauf que, en sortie, je ne pouvais pas alimenter mon 30 pouces. C'est quand même... C'est quand même con, mais c'est ça l'explication. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, puisque beaucoup de portables chez la concurrence, donc en gros chez les PC, donc Asus, Dell, etc., ils mettent du DisplayPort, enfin du mini DisplayPort, et on peut du coup alimenter, même y compris maintenant du 4K.
enfin de l'Ultra HD en l'occurrence, 4K c'est encore autre chose. Donc ça a un petit peu changé, mais il faut savoir qu'au moment où je l'ai acheté, en 2012, il n'y avait pas la full, et même d'ailleurs à l'époque il n'y avait rien, où on pouvait alimenter un 30 pouces, et que ça fasse 2 kg, et que ça soit du i7, etc. Donc le choix était un peu limité. Peut-être qu'aujourd'hui, si je devais racheter, je prendrais pas ça, je sais pas, je me suis pas posé la question. En tout cas, voilà, il a toujours été fidèle, et ça fait 2 ans et demi que je l'ai, il marche super bien. Je pourrais même en faire ma machine principale que ce serait pareil. Évidemment, là j'ai une tour, donc en rendu ça va beaucoup plus vite. Mais le Retina est vraiment une superbe machine. Donc maintenant, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est évidemment la photo. Donc le cœur du déplacement, on va dire, le cœur du sujet, ça va être ça. Donc à savoir un Canon 6D. Pourquoi le 6D? Alors là aussi, il faut peut-être situer un peu le contexte. Je fais beaucoup de photos et je fais très peu de vidéos. Et ça peut sonner bizarre parce que si vous me connaissez sur ma chaîne YouTube ou pour mes tutos sur tuto.com, vous vous doutez bien que je fais aussi de la vidéo. En fait, quand je dis je fais pas beaucoup de vidéos, c'est que je filme pas vraiment avec mon appareil photo. Quand vous me voyez sur ma chaîne YouTube, là pour une fois vous me voyez pas, mais je me filme avec ça et ça suffit amplement. J'ai pas besoin d'avoir une sortie clean HDMI, etc., etc. J'ai pas besoin d'avoir une RED pour me filmer, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs stars qui font ça. Pour être honnête, j'ai pas non plus les moyens de, juste pour du YouTube, de balancer, acheter une RED et me filmer en 4K. En plus, ce qui vous intéresse et mes tutos, c'est pas de voir ma tronche en 4K. Donc bon, clairement, ça fait pas partie de l'intérêt. Moi, je suis plus photographe que vidéaste, c'est-à-dire que quand je m'achète un appareil photo, c'est pour faire de la photo, c'est pas pour faire de la vidéo, même si maintenant ça devient quelque chose de très important. Donc le 6D, c'est le premier appareil photo dans la gamme qui est plein format. Donc ça veut dire que c'est un équivalent en gros 24-36. Un 7D par exemple, ce sera un capteur APS-C qui n'est pas plein format avec un facteur de multiplication qui fait que votre focale, il faut multiplier par 1,6. Donc si vous avez un 50 mm, vous vous retrouvez avec une focale de 80 sur un objectif EF comme ça, qui est un objectif de sériel. Donc ça veut dire qu'il faut toujours se poser la question quand vous achetez un boîtier, est-ce que je prends un plein format ou pas? Moi, tous mes objectifs sont des EF. Sont pas tous des sériels malheureusement, mais sont tous des EF, et donc je veux que si c'est un 24-105, je veux que ça reste un 24-105, je veux pas que ça devienne un 40-160, hein. Bon, et je suis très mauvais en maths, mais en gros c'est un peu ça le problème, quoi. Donc je dis pas que le 7D est un mauvais appareil, je dis que pour faire de la photo, vu que tous mes objectifs sont faits pour être montés sur des 24-36, enfin sur des pleins formats, du coup j'ai pris un 6D qui fait 1800 € nu, et qui fait 2000 € avec le 24-105, qui lui tout seul déjà fait 850 €. Donc le kit à 2000 € avec le 24-105, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, puisque vous accédez à un boîtier qui a toutes les fonctions pour les pros, qui est solide. Je suis pas sûr qu'il soit complètement tropicalisé. C'est peut-être la différence avec le 5D, mais il est déjà, il n'est pas complètement étanche, mais vous pouvez shooter quand même dehors sans craindre. N'allez pas shooter en pleine tempête non plus, mais bon, en gros le 6D est quand même fiable là-dessus. Et le 24-105, c'est un objectif extrêmement polyvalent, puisque bon, c'est 24-105, donc ça veut dire que c'est grand angle jusqu'à 105 ici, quasiment téléobjectif. Donc en gros, vous avez ça dans le sac et vous pouvez shooter à peu près tout et n'importe quoi sans jamais changer d'objectif. Il est, vous le voyez ici, stabilisé, on voit le bouton. Donc moi, le stabilisateur est on tout le temps, même si je fais pas spécialement beaucoup de vidéos. Donc c'est vraiment le kit, si vous mettez sérieusement à la photographie, y compris pour en faire votre job, ou que vous voulez en faire votre job. Je connais beaucoup de photographes pros, très pros, même assez... qui ont pignon sur rue, on va dire, qui étaient avec un 5D, qui sont ensuite passés sur le 5D Mark II, et qui, au moment où le 5D Mark III est sorti, sont passés sur le 6D, puisqu'ils ont sorti un peu tous les deux en même temps. Ils n'ont pas fait le saut vers le 5D Mark III. Pourquoi? Parce que le 5D Mark III, la seule différence, outre que le boîtier est, je crois, complètement tropicalisé, c'est la sortie Clean HDMI, qui est en l'occurrence de l'autre côté, pour faire de la vidéo, ce que le 6D n'a pas. Bien que le 6D ait le même codec, ils n'ont pas activé la sortie Clean HDMI. C'est clairement une limitation software, hein, puisque le matériel, je suis sûr qu'il est capable d'encaisser ça. Sauf que ce serait vraiment pour Canon... ils se cannibaliseraient vraiment leur vente. Il y a déjà, comme je vous le dis, plein de photographes qui sont partis sur le 6D au lieu du 5D Mark III. Je dis au lieu d'eux parce qu'ils avaient un 5D Mark II avant.
Si en plus on avait le Clean HDMI sur le 6D, il y aurait quasiment plus aucune différence. Hein. Évidemment, l'autofocus sur le 5D est meilleur, etc. Bon, il y a tous les geeks de la photo qui vont me sauter dessus, donc les mecs, détendez-vous. Les différences avec le 5D Mark III, il y en a. Est-ce que ça vaut la différence de prix? C'est là où je me pose la question en fait. Hein. Donc au moment où c'est sorti, il y avait quand même plus de 1000 € d'écart. Je sais pas combien on en est maintenant, mais en tout cas, moi quand j'ai acheté, il y avait 1000 € d'écart. Vu que je fais pas de vidéo, ou en tout cas que le peu de vidéos que je fais, j'ai pas besoin d'une sortie Clean HDMI, est-ce que ça valait le coup de mettre 1000 € de plus? Alors c'est pas 1000 € sur 15 000 €, hein. Ce qui pour, je sais pas, sur une voiture par exemple, 1000 € sur 20 000, ça fait des sous, mais bon, ça fait 1000 € sur 20 000. 1000 € sur 2000, c'est quand même énorme, hein, forcément, c'est la moitié quand même. Donc est-ce que j'étais prêt à mettre 2000 €? Oui. Est-ce que j'étais prêt à mettre 3000 €? Non. Donc voilà pourquoi le 6D et pourquoi pas le 5D Mark III. Donc c'est un super appareil, j'en suis extrêmement content. Il fait des belles photos, en l'occurrence qui fait les photos c'est vous, c'est pas l'appareil. Avant je shootais, j'ai fait des photos avec un 550D en mode et elles font partie de mes photos préférées. Alors je sais pas si c'est sentimental, mais bref, tout ça pour dire, l'appareil photo ça fait pas tout non plus, mais en tout cas c'est un bien bel appareil. Fiable, solide, pas très cher, bon rapport qualité-prix, qui vous permet d'accéder au plein format. Bref, le 6D pour moi c'est un peu le killer appareil. Dans l'historique de Canon, il y a eu deux appareils, on va dire, ces 10 dernières années. Le 5D Mark II qui a révolutionné évidemment le shoot vidéo, puisque c'était le premier appareil DSLR à faire de la vidéo HD et à le faire bien. Et le 6D, pourquoi? Parce que ça met le plein format et la polyvalence de bonne qualité à un prix jamais égalé. À ce prix-là, avant, on n'avait pas autant de fonctions. Donc vraiment, bravo Canon. Je connais pas Nikon, ni Pentax, ni Sony, donc pareil, les fanboys, détendez-vous. C'est pas parce que j'ai des actions chez Canon, c'est que j'ai toujours eu des Canon, donc forcément j'ai pas envie de changer, j'ai tous mes objectifs, donc voilà, c'est une solution de facilité. Donc vous remarquez qu'il y a un grip qui est monté. Donc le grip, c'est le truc que vous mettez en dessous là. Évidemment l'appareil normalement est plus petit. Pourquoi le grip? Ben parce qu'en fait ça me permet de mettre deux batteries à l'intérieur, donc si je vous l'enlève vite fait, ça va être plus simple. Donc hop, on a, si je l'enlève, il faudrait peut-être que je l'enlève avant d'enlever le chariot, sinon il va pas être content, donc hop, ça se met dans le logement de batterie. Vous voyez qu'ici la batterie elle y est plus, le grip hop il se rentre à l'intérieur, et je vais vous enlever le chariot maintenant. Alors hop, je vais mettre off, on va dévisser, et voilà. Et j'essaie de me positionner face à la caméra, c'est pas évident. Et voilà, tout bêtement, deux batteries à l'intérieur, donc forcément, plus grosse autonomie. Vous pouvez aussi mettre un chariot qui s'adapte avec des piles. Alors franchement, je sais pas ce que ça donne. Ça doit pouvoir dépanner, j'imagine, si vous venez à bout de vos deux batteries. Évidemment, pour les recharger, il faut 1 heure, 2 heures. Et que vous devez absolument shooter tout de suite et que vous avez des batteries, enfin que vous avez des piles dans votre sac, vous pouvez mettre le chariot à pile et continuer à shooter. Donc c'est, on va dire, une solution de dernier recours. Là quand même, en termes de prise de vue, si vous faites de la vidéo, ça part très très vite, mais en photo, pour venir à bout du grip en une journée, faut quand même vraiment shooter. Je suis même pas sûr qu'en le déclenchant non-stop, en faisant du time-lapse, je suis même pas sûr qu'on puisse arriver au bout du grip, quoi. J'ai dû faire des timelapses de vraiment plusieurs heures de long et jamais arriver à bout du grip. Surtout si vous déclenchez, si vous désactivez l'affichage derrière du dos. Parce que quand vous faites du timelapse, ça sert à rien que d'avoir l'affichage. Donc ça vous permet de gagner un petit peu d'autonomie. Donc voilà, c'est un grip Polaroid qui coûte 25 ou 30 €, enfin pas grand chose. En tout cas qui coûte déjà beaucoup moins que ce que le Canon officiel, qui coûte une blinde. Et c'est un grip, enfin je veux dire, ça vous permet en gros de shooter en mode portrait aussi. Vous voyez qu'il y a un déclencheur ici, puis on peut régler, on a une molette. Donc ça permet de déclencher en mode portrait. Hop, comme ça vous allez plus le voir. Sinon normalement il faut mettre la main là-bas. Et ça fait un peu mal à la main quand vous faites de la mode et que vous shootez en mode portrait. Là je peux le tenir comme ça en mode portrait. Donc le grip ça sert aussi à ça, c'est d'avoir un déclencheur sur l'index en mode portrait. Voilà pour l'appareil photo 6D, excellent rapport qualité-prix, plein format, très bonne qualité, avec un grip par contre qui lui n'est pas Canon, qui coûte pas grand chose. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Donc je vais shooter en studio, donc avec des flashs sur trépied qui font 800 watts, donc il y aura plein de puissance avec des accessoires type les bols, beauty dish, softbox et compagnie. Et j'ai aussi un shoot en intérieur un peu plus en mode guérilla, donc on va pas pouvoir prendre les gros flashs, etc. Donc ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est utiliser des petits flashs avec des accessoires évidemment. Donc ici, ça c'est vraiment le rapport qualité-prix imbattable. Ça vaut pas grand-chose, ça vaut 55 €. Les plus mauvaises langues diront ça vaut pas grand-chose parce que c'est du made in China, ce qui est totalement vrai.
Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment pas grand chose? Non, je suis désolé, ça fait très bien le travail. Par contre, c'est complètement manuel. Alors celui-là n'a pas les piles, donc je vais pas pouvoir vous l'allumer. Je vais vous allumer l'autre. Hop, voilà, et du coup vous remarquez qu'il est monté avec son émetteur récepteur. Donc les émetteurs récepteurs, que je vous dise pas de bêtises, voilà, hop, sont vendus par paire. Et ça c'est, alors les références, les flashs, donc c'est YN560, il y a la version 2, la version 3, j'en ai un de chaque, et c'est sensiblement la même chose. Et ça c'est un récepteur qui va avec. Il y en a pour différentes marques, ça évidemment c'est celui pour Canon, je vais peut-être le mettre ici, voilà. C'est le RF603, les deux coûtent 30 €, c'est-à-dire une paire d'émetteurs récepteurs 30 €. J'en ai pris deux parce qu'évidemment il faut avoir forcément un émetteur récepteur de plus que ce que vous avez de flash, puisqu'il y en a un qui va aller sur l'appareil. Donc ensuite, ce qu'il faut, je vais essayer de vous mettre hop, voilà, un petit peu de lumière. Donc ici vous voyez qu'on peut régler naturellement la puissance du flash. On peut ensuite régler avec différentes valeurs, y compris des tiers, d'accord, vous avez des tiers de stop. Il y a différents, là on est en mode full manuel, il peut être évidemment mis en esclave et compagnie. La focale doit être réglée à la main, d'accord, donc on le voit ici, et ça change bien entendu la taille du faisceau. Voilà, on le voit changer la taille du faisceau. Donc en général, moi j'aime bien faire exprès de les décaler. Par exemple, vous avez un shoot d'un plan assez large et puis vous mettez une focale, vous lui mettez par exemple 80 en zoom et ça va faire une lumière beaucoup plus concentrée sur le sujet. Donc ça peut être bien de faire exprès de décaler. C'est aussi vendu avec une petite sacoche, toute bête, dans laquelle vous trouverez un support. Donc par exemple, si je prends l'autre, on va pouvoir, en fait c'est tout simplement la griffe hein, qui va se mettre là, hop là, et il peut se poser, tout bêtement, tada. Donc ce qui va nous intéresser nous, c'est évidemment la prise à distance, c'est-à-dire en gros, il faut que ces flashs, le flash ne sera pas monté sur l'appareil, donc évidemment il peut être monté sur l'appareil comme n'importe quel flash Cobra, donc laissez-moi m'organiser parce que là ça commence à faire du monde sur la table. Donc évidemment il se monte sur la griffe, hop, voilà. Et vous avez voilà, votre flash Cobra qui est monté sur la griffe et il va se déclencher en même temps que l'appareil photo, bien entendu. Si vous voulez plus d'infos, vous avez la formation que j'ai fait avec Titiana sur la prise en main du boîtier DSLR, que vous trouverez sur tuto.com. Alors ici, si je veux déclencher à distance, je vais monter en fait un émetteur, les mettre sur la même channel. Donc pour info, c'est deux piles AAA à l'intérieur, alors que les flashs, eux, fonctionnent avec des piles, hop, voilà, là il vient de s'éteindre, mais voilà, c'est des piles LR6, donc AA, comme on dit. Alors évidemment, on peut mettre des batteries, on n'est pas obligé de mettre des piles. Les batteries, quand elles sont à plat, il faut les recharger, et si vous êtes en plein shoot, vous n'avez pas le temps, donc moi je me balade toujours avec des piles de secours. Donc il y a les batteries pour le jour du shoot, mais si jamais j'en viens à bout, j'ai toujours des piles, et comme ça, j'ai pas à attendre 2 heures pour recharger, sinon évidemment, c'est un problème. Donc là, on va mettre tout bêtement un récepteur, enfin un émetteur, donc on peut régler la channel sous la pile, je vais vous le montrer quand même. Sur ce modèle là, il faut que j'arrive juste à enlever, hop là, voilà, la AAA. Et voilà, vous voyez ici, sous la pile, il y a 4 petits jumpers, ce qui fait qu'on peut changer de channel. Donc si jamais vous shootez à côté de quelqu'un qui a exactement les mêmes, je sais pas dans quelle situation ça pourrait se produire, mais si jamais ça vous arrive, vous pouvez changer de channel et faire en sorte que quand vous déclenchez, ça déclenche pas le flash de votre copain. Sinon c'est quand même un peu embêtant. Donc on le monte sur la griffe, et tout bêtement, on va le visser quand même. Ça fait le même boulot, c'est-à-dire que quand je déclenche mon appareil, quand je vais déclencher, il va envoyer le signal. On voit, hop, je vais essayer de vous le mettre quand même à l'écran, voilà. Hop, vous voyez la petite lumière verte qui envoie sur le flash. Alors ce qui se passe, c'est que normalement le bouton là-haut, donc il sert à déclencher, vous le voyez ici. Quand on appuie un petit peu, il est censé aussi gérer la focale. Pour faire ça, en fait, il faut que l'appareil communique avec son émetteur, ce qui n'est pas le cas sur la griffe. La griffe, elle sert juste à envoyer le flash, elle ne sert pas à envoyer des informations sur l'autofocus. Donc pour ça, il faut utiliser ce type de câble. En tout cas, sur le 6D, c'est celui-là. C'est-à-dire en gros le câble qui va sur l'intervallomètre sur le côté. Donc on va le mettre, et juste pour vous montrer, ça se met sur le côté et on va brancher ça, alors, j'y vois quelque chose, sur la petite prise qui est prévue ici, une espèce de petit jack. Voilà, vous voyez qu'il a déclenché, ce qui fait que maintenant ici,
quand je peux utiliser, si vous voulez, mon petit sabot pour faire de la prise de vue à distance, tout en ayant aussi un peu de focus. Donc on va les enlever. Donc c'est des récepteurs qui sont, enfin émetteurs-récepteurs, voilà, 30 € la paire, vous trouverez pas franchement mieux à ce prix-là. Vous pouvez les mettre, vous pouvez vous en servir aussi avec des flashs qui sont pas forcément des Yongnuo, par exemple avec le câble standard pour les flashs que vous avez là. Tada. Donc ce truc-là va se brancher par exemple sur le dos de l'émetteur-récepteur. Ok, donc on va par exemple mettre ça. Voilà, il se visse. Alors, et en même temps, je regarde la caméra, donc c'est pas évident. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Ça y est. Hop là. Donc, il est vissé. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça, maintenant, ça peut aller au dos d'un flash. Donc, un gros flash, hein, je parle d'un flash de studio, qui n'a pas le même type d'émetteur-récepteur, enfin en tout cas qui ne peuvent pas communiquer forcément avec un Cobra comme ça. Ben, ce qui va se passer, c'est que lui, il va se mettre au dos de ce flash, il va lui faire office d'émetteur, ce qui fait que, enfin de récepteur en l'occurrence, et ce qui fait que lui, qui va être sur mon boîtier, il va pouvoir déclencher tous les Cobras qui ont eux aussi un émetteur-récepteur. J'en ai encore un autre là-bas, c'est-à-dire en gros la configuration, ce serait que lui, il irait là-dessus. Voilà. Donc lui, il envoie le signal, lui, il le réceptionne et il déclenche le Cobra. Et lui, là-bas, qui est monté sur n'importe quel autre flash, va aussi dire « Ah tiens, j'ai reçu un signal » et il va déclencher. Donc en gros, vous pouvez déclencher n'importe quel type de flash avec ce type de câble. Donc c'est pas tout à fait... c'est pas le câble qui va sur le boîtier et qui sert à faire le lien avec l'autofocus sur la prise d'intervallomètre, c'est les câbles de flash que vous avez là. C'est des trucs hyper standards, donc j'ai copieusement oublié le nom en plus, mais ces câbles, ils ont un nom. Et ils ont une référence, ça coûte rien, ça coûte 5 €. Et vous en mettez un à chaque fois que vous avez besoin de déclencher, enfin sur chacun de vos boîtiers flash, quoi. Donc c'est plutôt pratique puisque ça permet de synchroniser n'importe quoi avec n'importe quoi, donc c'est plutôt cool. Ensuite, en termes d'accessoires qui va avec l'appareil photo, donc on a vu les flashs, on a vu un émetteur, récepteur, etc. Il y a des petits trucs que j'aime bien, par exemple pour faire de la couleur, toute une série de gélatines qui vont se monter en fait sur, comme vous vous en doutez, hop, ici. Donc ça va permettre de déclencher et de faire du flash en couleur. Donc ça permet de faire des lumières un petit peu plus cinématographiques. Il faut faire attention, ça devient très vite kitsch. Ce que j'aime bien aussi, c'est utiliser une softbox qui va se monter sur le flash. Donc ça pareil, ça coûte pas grand chose. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous la monter. En même temps, c'est pas très compliqué non plus, mais elle va se déplier. Elle va se fixer avec du velcro. Donc hop là, ça rentre pas dans le champ de ma caméra, mais vous voyez en gros, on va mettre ensuite, on va attacher ça à l'intérieur pour que ça tienne. Ça va faire une softbox, tout bêtement, qui va se monter ensuite sur le Cobra. Donc laissez-moi vous montrer ça malgré le champ réduit de ma webcam. Donc en gros, voilà, le Cobra va se monter ici à l'intérieur. Et vous allez pouvoir avoir une softbox. C'est une petite softbox, hein, c'est pas non plus c'est pas la folie, mais c'est déjà mieux, ça fait un éclairage beaucoup plus diffus que le Cobra de base, qui est quand même, il faut le dire, bien vilain. Avec un Cobra pur, on fait pas grand chose. Par contre, voilà, des commandes, quelques accessoires, ça fait des trucs un peu cool. C'est le genre de truc à avoir, ça coûte pas très cher. C'est dire combien ça coûte. Diffuseur flash, ça coûte 8 € ça. Donc c'est vraiment... c'est pas grand chose. Les gélatines pareil, c'est une dizaine d'euros. Donc voilà, c'est des petits accessoires à avoir parce que ça fait quand même de la différence. C'est facile à transporter parce que vous voyez là, la petite pochette. Hop, voilà, c'est super léger, hein, ça pèse 150 grammes, 200 grammes, enfin c'est pas ça le problème. Donc parmi les autres accessoires que je prends assez souvent, il y a le ring flash. Donc c'est du LED, tout bêtement, on peut régler l'intensité. D'accord, vous voyez, plus ou moins fort. Et ça peut se mettre en mode flash. Donc du coup ici on a la griffe qui va se mettre sur le boîtier et on va pouvoir le déclencher, tout bêtement. Donc on peut régler l'intensité, le variateur quand on est hop en mode continu, vous le voyez ici. On peut déclencher qu'un côté et on peut mettre les deux. Voilà. Ça coûte 30-40 €.
C'est un peu cheap, c'est-à-dire que ça transpire pas la qualité, enfin ce qu'on appelle la qualité perçue, parce qu'après est-ce que ça fait le job? Oui, ça fait carrément le job. Et vous avez vous pouvez faire des photos qui sont cool avec. Alors comment ça marche après côté, quand vous voulez le monter sur l'objectif, je vous l'ai même pas dit. Mais vous avez un petit adaptateur qui fait le diamètre de votre lentille. Donc par exemple ici le diamètre c'est marqué, c'est 77. Il faut mettre un petit adaptateur comme ça, en l'occurrence ici c'est le 58, mais ça va se mettre sur l'objectif et ensuite votre ring flash va se poser dessus. Tac, et vous pouvez shooter avec le ring flash. C'est cool parce que ça fait une très très belle lumière dans les yeux. Par contre pour le modèle c'est vraiment c'est quand même un peu agressif parce que la lumière est très très forte. En flash ça va parce que bon c'est du flash donc vous n'avez pas à le supporter très longtemps, mais en éclairage continu c'est quand même super violent, donc vous allez un peu faut faire attention avec vos modèles. Les derniers accessoires, et après j'aurai terminé, évidemment le petit lecteur de carte mémoire. Hop, donc bon, tout bête. Je fais essentiellement mes photos sur des cartes Lexar, parce que c'est des tanks, c'est celles qui résistent le plus. Tout ce qui va être les no-name sur Amazon et compagnie, là où vous les avez pour un prix dérisoire, en général, vous allez avoir, laissez-moi vous montrer d'ailleurs, je sais pas si j'en ai une ici. Je crois que celle-là, elle est un peu... ouais, je sais peut-être pas celle-là, mais en gros, sur les no-name, ce qui se passe, c'est que vous avez les pattes ici, là, qui se cassent, en fait, le petit bout de plastique qui part, et du coup, elles s'enfichent moins bien dans le connecteur, et elles sont parfois pas reconnues. C'est ça qui va faire la qualité d'une carte mémoire, c'est les petites pattes en plastique. Les Lexar sont des vrais tanks, et d'ailleurs, c'est un peu le défaut que j'ai envie de... Peut-être le seul reproche que je vais faire au 6D, c'est que, quitte à mettre de la SD card, alors dans ce cas-là, il fallait en mettre deux, parce qu'il y a franchement la place d'en mettre deux, et si il fallait en mettre qu'une, ben, il fallait mettre plutôt une compact flash, parce que les compact flash sont des cartes qui sont plus grosses, c'est celle-là, hop, voilà, donc c'est des cartes qui sont beaucoup plus solides, et ça peut pas se casser en fait, puisque les pins ils sont du côté de l'appareil. Le problème c'est que justement si vous les pins, le mâle qui est côté appareil, vous le pliez, là c'est vraiment chiant à réparer. Donc je comprends les arguments, la SD card, il n'y a pas de pin, donc du coup ça peut pas tellement se casser, et ce qui se casse ce sont les cartes, ce qui est moins grave que de casser évidemment le côté de l'appareil. Bon, en tout cas le seul petit reproche du 6D c'est qu'il y avait la place de mettre une deuxième carte SD, c'est dommage de ne pas l'avoir mise. Ensuite les derniers accessoires, c'est ultra bête, deux bons vieux câbles USB pour faire de la capture à distance, ce qu'on appelle dans Lightroom de la capture en mode connecté. Ça permet en fait de relier l'appareil photo à l'ordi et faire en sorte que les photos arrivent directement dans le catalogue Lightroom, ce qui va être évidemment important puisque lors de mon workshop, les gens vont regarder les photos sur une télé, sur un grand écran, et il faut qu'ils puissent les voir arriver en temps réel. C'est-à-dire à mesure que je parle et que je shoot, ils vont les voir arriver sur l'écran, et donc il faut bien un moyen de le relier. Il faut savoir que le 6D est Wi-Fi, donc je pourrais utiliser le Wi-Fi pour faire en sorte que les photos arrivent directement dans un dossier, et que ce dossier soit scanné par Lightroom pour faire une importation automatique. On peut faire ça dans Lightroom, sauf que le Wi-Fi est évidemment beaucoup plus lent, et donc je préfère travailler avec un câble USB puisque ça transmettra les photos plus rapidement. Donc voilà pour le petit setup tour. Les derniers petits trucs que je vous passe brièvement, non, c'est peut-être des trucs qui n'ont pas grand chose à voir avec la photo, c'est des petites clés USB, j'en prends en général deux. Téléphone. Il y en a qui doivent se demander avec qu'est-ce que tu as comme téléphone, c'est ultra con. Ça c'est un HTC One avec en l'occurrence un thème Ubuntu Phone dessus. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez installer ça sur il y a un thème, il y a un launcher sur le Play Store pour faire comme le Ubuntu Phone, et en fait après vous avez les Edge, hop, pareil ici pour avoir les différentes applications. J'ai été curieux, j'ai voulu prendre un Android parce que j'avais jamais eu d'Android, j'ai toujours eu avant des iPhones, et toujours mon bon vieux iPhone 4S. Pourquoi? Puisque j'ai deux lignes évidemment, donc une française et une anglaise, et c'est pour ça que je me balade avec deux phones. Le 4S est un vrai tank, il n'a jamais eu de protection, et je l'ai fait tomber 50 fois, enfin bon c'est vraiment, je me demande comment il est encore en vie ce truc, et il marche toujours super bien, et toujours pour les voyages, très important. Tada, une PS Vita pour passer le temps dans l'avion, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de sortir le laptop, et puis il n'y a pas beaucoup de place dans l'avion, donc c'est toujours pratique d'avoir une petite console portable. Et même d'ailleurs pour regarder les vidéos, l'écran de la Vita est vraiment très très bien, et voilà, ça dépanne, c'est pas non plus la folie pure, mais c'est plutôt pas mal en voyage, et croyez-le ou non, mais j'ai toujours, dans le genre vintage, tada,
mon iPod classique 80 Go qui a 1000 ans maintenant, je sais pas quel âge il a mais il est très vieux, et que je mets en fait dans la voiture, puisque je me balade en voiture pour faire des trajets dans le sud de la France. Donc prise auxiliaire dans la voiture ou la prise dock, puisque là cette semaine je vais avoir la chance d'avoir une voiture qui a une prise iPod d'origine, donc je vais pouvoir le brancher et avoir les commandes au volant. Sinon d'habitude j'utilise juste un auxiliaire, ça me permet d'avoir la musique dans la voiture, enfin d'avoir ma musique dans la voiture. Ou sinon en général je passe par Spotify et je branche le téléphone en Bluetooth et la voiture balance le son via le Bluetooth du téléphone. Voilà pour le matos, c'était essentiellement orienté photo. Je ferai comme promis un setup tour de ce que vous voyez pas qui est autour de moi, donc tout ce qui va être machine, écran, il n'y a pas non plus une tonne de trucs, hein, mais c'est toujours, je sais que vous aimez bien voir les coulisses, ça marche toujours très bien. Donc je vous montrerai ce que j'utilise au quotidien pour produire les vidéos que vous semblez aimer. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'en savoir plus sur certaines choses. Vous pouvez voir un petit peu les coulisses du shoot en allant sur Instagram, ça va être instagram.com/julienponce ou sur ma page Facebook officielle facebook.com/julienponceuk. Je vais vous balancer les références de tout ce que vous avez vu, ou en tout cas tout ce à quoi je pense. Donc voilà, les filtres colorés, les émetteurs récepteurs, la petite softbox, le flash, le 6D évidemment. Le 6D, essayez de le prendre sur des boutiques. Il y a des trucs qu'on trouve que chez Amazon parce que c'est eux qui ont tous ces accessoires à la con qui viennent du bout du monde. Malheureusement c'est pas très green, mais c'est des trucs qui sont pas faciles à trouver voilà, ailleurs, en tout cas en France. Par contre le 6D, essayez de faire bosser des gens du coin, donc des gens comme Matériel.net. Moi j'ai acheté mon 6D chez Photo Univers. Voilà, je sais que Amazon rend bien des services, ils sont ultra compétitifs, ils sont rapides, etc. Mais c'est quand même un peu soutenir l'esclavage moderne. Donc si vous voulez faire un acte un peu militant, si vous avez 5 € d'écart entre Matériel.net et Amazon, prenez-le sur Matériel.net parce que bon, 5 € sur 2000 €, ça devrait pas vous tuer. Après, si c'est 200 € d'écart, bon ben, ok. Et le sac photo, je vous l'ai pas montré, mais j'ai, tac, je crois que c'est celui-là, le Fastpack 200, voilà, qui est hyper pratique puisque ça vous permet de mettre, voilà, vous le voyez, votre appareil sur le côté, donc vous n'avez pas besoin de l'enlever de votre dos, vous pouvez le mettre sur votre côté en enlevant une lanière et hop, vous récupérez votre appareil photo sans avoir à enlever votre sac. Donc ça c'est plutôt pratique. Il y a une trappe sur le côté qu'on ne voit pas ici puisque c'est de l'autre côté pour mettre votre ordi portable, votre laptop. C'est bizarre qu'ils aient pas mis de photo. Et voilà, il est extrêmement pratique, il y a des poches partout et ça rend bien des services en voyage quand vous avez besoin d'utiliser à la fois votre laptop et votre appareil photo ainsi que tous ces accessoires. Donc voilà, je crois que c'est le Fastpack 200, je me souviens plus la référence, mais ça ressemble étrangement à celui-là. Peut-être qu'il y en a des plus petits, je sais pas, mais en tout cas à l'intérieur je peux vous assurer que c'est exactement ce que j'ai. Et c'est vraiment pratique. Il y a un compartiment ensuite là-haut et puis il y a des trappes sur le côté pour mettre des papiers, des documents de voyage, etc. Donc c'est quand même super pratique. Voilà pour ce petit gros, hein. What's in my bag, qu'est-ce que je prends quand je suis et que je pars en voyage. J'espère vous retrouver bientôt pour une vidéo un peu plus complète et naturellement comme d'habitude pour les tutos. Amusez-vous bien, salut.